Ici, le 15 juillet 1410, s'est déroulée une des plus grandes batailles du Moyen-Âge. Les Allemands l'appellent Tannenberg, les Polonais Grunwald. Ici, deux mondes se sont heurtés. D'un côté, les Polonais qui ont érigé ce monument sur les lieux mêmes de la bataille, car pour eux, cette victoire de Grunwald est devenue le symbole de l'unité du peuple polonais. De l'autre, les chevaliers teutoniques, moines conquérants qui, au nom de la croix, étaient venus fonder un État allemand en Prusse, aux frontières de l'Europe chrétienne. Tout a commencé 200 ans plus tôt, en Palestine, pendant les croisades. Pour accueillir, soigner et protéger les pèlerins, venus en foule visiter les lieux saints à Jérusalem, les chevaliers accourus de l'Europe entière pour lutter contre les Sarrasins créent des ordres de moines soldats, les célèbres Templiers et les Hospitaliers. Le dernier né, l'ordre des frères hospitaliers allemands, fondé à Jérusalem en 1191, plus connu sous le nom d'ordre teutonique. Pour se différencier des autres, ces moines allemands ajoutent une croix noire sur leur grand manteau blanc. Une croix noire qui va faire parler d'elle. Mais les croisades s'éternisent, l'élan se perd. Les Sarrasins vont finir par l'emporter en Palestine. Alors pourquoi aller si loin combattre les ennemis de la foi? Quand en Europe même, Grenade en Espagne est encore aux mains des morts. Alors qu'à l'est, à la frontière de l'Europe chrétienne, s'étendent d'immenses territoires occupés par les païens, et d'où les Tatars mongols font des incursions jusqu'en Hongrie et en Pologne. La Pologne, au début du XIIIe siècle, représente une sorte de paradoxe. Un pays en plein essor culturel, économique, un pays chrétien du rite latin, avec des contacts internationaux, aussi bien avec l'Europe occidentale que servant de pont pour l'Europe orientale. Ce pays, en même temps, passé par une sorte de désagrégation, par une période de désagrégation du pouvoir politique, morcelé en plusieurs duchés. La Pologne divisée est devenue le point faible de la défense de la chrétienté face aux coups de boutoir mongols. Aussi les chevaliers polonais demandent aux Templiers, aux porte-glaives et aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem de venir les aider à repousser l'envahisseur tatar aux portes de Cracovie, à la bataille de Leritza en 1241. Mais un autre danger pèse sur la Pologne dans le nord. Les Baltes, habitants de la Livonie, de la Courlande, de la Lituanie et surtout de la Prusse, les Pruthènes. Depuis longtemps, les Polonais et les Pruthènes se dressent les uns contre les autres. Au nom de l'Évangile, les Polonais ont tenté de conquérir ce territoire voisin, comme le raconte ce bas-relief de l'église de Gniezno, où on voit saint Adalbert en train d'exorciser les peuplades païennes. Mais les Pruthènes ne se laisseront pas faire et lui couperont la tête. Le problème pruthène dépassait les possibilités des ducs particuliers de la Pologne divisée. On a pensé à éveiller l'esprit de croisade. Dans ces parages de l'Europe, on pensait aussi à faire du signe
de la croix portée par les chevaliers teutoniques, un symbole de l'expansion chrétienne, culturelle, mais bien sûr aussi politique, parce que les ducs de Pologne avaient toujours des visées vers la Prusse, mais leurs moyens ont été très faibles à l'époque. En 1226, le duc de Mazovie, Conrad, appelle à l'aide les chevaliers teutoniques et leur offre un petit domaine à Chelmno, en territoire polonais, pour y établir leur base et lutter contre les Pruthènes. Le frère Hermann Balke, nommé précepteur de l'ordre teutonique en Prusse, arrive le premier, avec un seul autre chevalier et quelques sergents d'armes. Une poignée d'hommes. 20 ans plus tard, ils seront une centaine, pas plus. Mais ils représentent un ordre riche et puissant, bien décidé à mener ici sa propre croisade et à se tailler un empire. Ils sont venus avec la bénédiction de tous, les Polonais qui les ont appelés, l'empereur d'Allemagne, Frédéric II, qui leur accorde d'avance les provinces conquises sur les infidèles. Enfin le pape, Grégoire IX, qui a approuvé leur action. Pour la plupart cadets de la petite noblesse allemande, ils sont à la fois moines et soldats, la croix dans une main, l'épée dans l'autre. Ils ont fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais ce sont de curieux moines en vérité. Leur statut exige par exemple qu'ils apprennent par cœur le pater et le credo. Ils ne le savaient donc pas. Plus étonnant, il leur est interdit, sauf permission spéciale, d'apprendre à lire et à écrire. Ils sont soumis à une règle de fer, obligés de porter la barbe et de dormir tout habillés, pour être toujours prêts à combattre. Les voilà donc installés sur les bords de la Vistule. Ils vont bientôt traverser le fleuve et partir à la conquête du pays des Pruthènes, une contrée mystérieuse et sauvage de lacs et de forêts immenses. Ils ont reçu pour mission de la christianiser par les armes. Ce sont les ordres du pape. La christianisation par la force a duré dans la première phase pendant une quinzaine d'années. Ensuite, les Pruthènes ont pris les armes, appuyés par un prince de Poméranie qui a su même envoyer une délégation de Pruthènes à Rome pour se plaindre des procédés des Teutoniques, parce que les Teutoniques traitaient les convertis en esclaves. Ils leur niaient le droit de propriété privée, ils niaient le droit de fonder un mariage et ainsi d'avoir une postérité légale qui aurait pu hériter de leurs biens. C'était tout ça des esclaves. Mais le pape donne raison aux Teutoniques, qui poursuivent leur conquête au nom de la croix et du Christ. C'était surtout des chevaliers qui comprenaient leur mission comme une conquête et la soumission des païens qui devaient payer les impôts et rester leurs esclaves. C'était la même méthode qui était en Terre Sainte, où les musulmans étaient traités comme esclaves des croisés, et puis leur payaient les dîmes et on ne s'intéressait pas à leur conversion. Alors c'était la même méthode qui était celle des Teutoniques en Prusse. Après tout, les païens n'ont pas d'âme. Avec eux, tout est permis, même la torture. Les Teutoniques, comme dit William Orban, l'historien américain, n'avaient jamais le cœur tendre. Mais les guerres contre les
païens. Les ont durcis jusqu'à l'extrême. Alors, peut-on dire qu'ils étaient plus cruels que leurs voisins? On n'a pas de moyen de mesurer la cruauté. En tout cas, on ne voit pas que leur caractère monastique puisse influencer leurs mœurs. Tout au nord, les chevaliers teutoniques se sont aussi installés en Livonie. Et de là, ils ont tenté de pénétrer dans la principauté russe de Novgorod. Pourtant, les Russes sont des chrétiens, orthodoxes mais chrétiens. Peu importe, ils seront traités comme des païens par les implacables moines soldats. Mais ici, l'ordre teutonique se heurte à la résistance des Russes, conduit par le prince de Novgorod, Alexandre Nevski, qui vient le défier en bataille rangée. De cet épisode mineur mais historique, le cinéaste soviétique Eisenstein a tiré 700 ans plus tard un film épique pour exalter le patriotisme russe, et il a fait d'Alexandre Nevski le premier héros de la résistance slave à l'envahisseur teuton. Alexandre Nevski finit par remporter la victoire sur les bords du lac Peipus, dont les glaces cèdent sous le poids des cuirasses teutoniques. En Prusse, en revanche, l'ordre a écrasé toute résistance. Les chevaliers sont remontés le long de la Vistule jusqu'à la Grande Lagune, et à partir de là, se sont enfoncés vers l'intérieur. Ils ont d'abord conquis le terrain militairement, aidés par les chevaliers des pays voisins, racolés pour cette nouvelle croisade, allemands, danois, suédois ou polonais. Puis ils ont construit des châteaux forts, un tous les 12 kilomètres. Ils y ont installé une garnison commandée par 2 ou 3 chevaliers de l'ordre. C'est le quadrillage militaire. Ils ont chassé les populations indigènes, pris leurs terres, déplacé ceux qui ne voulaient pas se convertir au christianisme, soumis les autres en esclavage. C'est la première phase, celle de la conquête. Elle a duré 50 ans. En 1273, plus ou moins, finissent. La résistance est éteinte. Les Teutoniques rétablissent leur gouvernement en Prusse et achèvent la conquête du pays. Là, ils installent leur État. Cette idée de fonder un État leur était présente dès le commencement. Et ainsi, vers 1280, il y a un État en Prusse, un État fondé par les Teutoniques. Deuxième étape, la colonisation. Derrière les chevaliers teutoniques sont arrivés les colons et les marchands allemands qui se sont installés en pays conquis. Près de 100 villes et près de 1000 villages se sont créés à l'ombre des châteaux forts de l'ordre.
Le pays a été divisé en 5 commanderies, gouvernées chacune par un frère chevalier. Ainsi, en 50 ans, l'ordre a fondé en Prusse, sur les bords de la Baltique, une véritable colonie allemande. C'est un État colonial dans ce sens qu'un groupe d'étrangers à la population ethnique d'ici, vient, s'installe et essaye de créer des structures, des bases administratives, des bases économiques, d'une organisation qui va embrasser la population d'ici pour eux, qui sont les dominataires, qui sont les seigneurs de ce nouvel État. Sur leur lancée, les chevaliers teutoniques s'emparent par un coup de force, en 1308, de la Poméranie, qui n'est pas païenne, elle, mais polonaise. Cette fois, l'objectif est économique. Posséder sur la Baltique un grand port, Gdansk, que les Allemands baptisent Danzig, afin d'entrer dans le grand circuit européen du commerce et de l'argent. Et c'est une prise par trahison, parce que les Teutoniques viennent en fait en aide à la garnison polonaise de Gdansk et à la ville de Gdansk, assiégée à l'époque par les troupes brandebourgeoises. Et voilà les Teutoniques qui s'installent à Gdansk même, et ensuite dans toute la Poméranie. La Poméranie, slave, polonaise, christianisée depuis le Xe siècle, n'était pas, bien sûr, un pays où l'esprit des croisades a eu quelque chose à dire. La reconquête de ce territoire est devenue une des tâches des hommes politiques de la Pologne. Car entre-temps, la Pologne a reconstitué son unité sous l'égide du roi Casimir, couronné en 1333 à Cracovie. L'unité, l'obsession des Polonais, l'unité plusieurs fois conquise et plusieurs fois perdue au cours des siècles. Casimir, qui sera surnommé le Grand, fonde l'université de Cracovie, élimine définitivement la langue allemande dans les textes officiels et impose le polonais, favorise enfin l'essor des villes et de la bourgeoisie. Le dicton populaire raconte qu'il a trouvé la Pologne en bois et l'a laissée en briques. Désormais, la confrontation est inévitable entre ces deux États rivaux et si différents. Cette Pologne renaissante et la Prusse teutonique. Au XIVe siècle, l'empire de l'ordre s'étend à l'Estonie, la Livonie, la Courlande et la Prusse. Un immense territoire avec plus de 1500 kilomètres de côte sur la Baltique, avec de grandes villes comme Königsberg et Danzig. Sa capitale, c'est Marienborg. Marienbourg, le château dédié à la Vierge Marie, et que les Polonais appellent Malbork. Une forteresse imprenable, la plus formidable de l'Europe médiévale. Dès 1309, le grand maître, Siegfried von Feuchtwangen, y a transféré le siège de l'ordre teutonique qui était alors à Venise. À la fois caserne et couvent, son style austère, redoutable, est à l'image de l'État qu'une poignée d'hommes est venue créer en Prusse et qui fait l'admiration de l'Europe pour son organisation et son efficacité. L'État, c'est l'ordre. Une bureaucratie absolue, calquée sur le modèle militaire et plaquée sur le pays. Quelques centaines de moines chevaliers, de 5 à 800, possèdent tous les pouvoirs, religieux, militaires, politiques et judiciaires. Quel triomphe pour les chevaliers teutoniques, alors qu'à Paris, le roi de France, Philippe le Bel, est en train de briser leurs rivaux, l'ordre des Templiers, dont le pouvoir et la richesse l'inquiétaient. Il a fait brûler vif son grand dignitaire Jacques de Molay et des centaines de frères Templiers. Ici,
Les chevaliers teutoniques n'ont aucun pouvoir en face d'eux. Ils ne dépendent que du pape, et encore en théorie. On ne les appelle d'ailleurs plus des frères, mais des herren, des seigneurs. Ici habite le grand maître, élu à vie, et son état-major, le maréchal de guerre, le grand hospitalier, le grand intendant, le grand maître des territoires. Oui, ils sont les seuls maîtres et les seuls propriétaires de cet État, fondé sur la force et sur l'argent. C'est peut-être le seul État en Europe de l'époque qui a, jusqu'à un certain moment, les caisses pleines. Et l'État teutonique n'est pas un État endetté. Les caisses sont pleines, dans ce sens aussi qu'il a la possibilité de réaliser sa politique, qui est une politique d'expansion et qui est une politique menée avec des moyens les plus cruels et les moyens de brutalité physique, militaire, brutalité de domination. Je pense que ce trait de domination uni à une excellente et efficace organisation de l'État nous montre que, aussi bien dans le style de fonctionnement que dans son organisation, l'État teutonique, il était fort parce qu'il était organisé d'une façon que nous pourrons appeler moderne. L'exploitation coloniale était assurée par cet État moderne. Les chevaliers contrôlent aussi toute l'économie et tout le commerce du pays. Ils ont le monopole des pêcheries, celui de l'ambre, matière précieuse tant recherchée pour les bijoux, et qu'ils expédient jusqu'en Chine. Ils exploitent les énormes richesses des forêts, qui fournissent le bois et les mâts pour leurs chantiers navals. Ceux de Danzig sont alors les plus importants d'Europe. Ils y trouvent aussi les fourrures, une des marchandises les plus prestigieuses du Moyen-Âge, le miel, la cire, les faucons de chasse, qu'ils vendent dans l'Europe entière. Enfin, ils ont le monopole des moulins et du commerce du blé. Ils ont construit d'immenses greniers pour le stocker et le vendre au meilleur moment et au meilleur prix. Celui de Marienbourg en contient 12 000 tonnes. Ainsi, l'ordre est devenu un des plus grands fournisseurs de blé de l'Europe. Des ports de la Baltique, les marchandises partent pour le monde entier. L'ordre a des comptoirs et des agents partout, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, au Portugal et dans les Flandres. Cela veut dire que l'État s'installe là où se fait le commerce européen. Tout d'abord, il faut penser à Bruges. Bruges, cet immense dépôt de l'économie internationale au XIVe, XVe siècle. Là, les teutoniques ont les représentants spéciaux. Et ces représentants sont à l'échelle des plus grands marchands et banquiers de l'Europe de ce temps. Ils savent exploiter les cours. Ils savent jouer sur la bonne conjoncture pour certains produits ou la mauvaise conjoncture pour d'autres. Et ils accumulent ainsi une richesse énorme pour l'ordre. Créé au nom de la propagation de la foi, l'ordre teutonique est devenu la première grande société capitaliste de l'histoire. La première multinationale, dont le siège est à Marienbourg et qui possède des succursales dans toute l'Europe. Le XIVe siècle est son âge d'or. Marienbourg est alors un des grands lieux de rendez-vous de la chevalerie européenne, avide d'aventure, de gloire et de butin, et qui vient maintenant de partout. Car 2 fois l'an, l'ordre bat le rappel et organise de nouvelles expéditions en pays païens. La Prusse comme pays lointain, exotique même, à la frontière de la chrétienté, a exercé un attrait fascinant sur la noblesse.
il venait de très loin. Il venait de Florence, il venait de Narbonne, il venait de Foix. Il empruntait pour ceci naturellement des chemins divers. Il empruntait en partie le bateau, pour exemple des chevaliers poitevins, un Rochechouart, qui s'embarquaient à La Rochelle et par Bruges, Lübeck-Danzig allait vers la Marienburg. Il y avait d'autres qui empruntaient la voie de terre. On voit des chevaliers français passer par Cologne, on voit d'autres passer par Brunswick et la grande route de la Hanse. Les mêmes gens qui allaient en Prusse enchaînaient quelquefois un voyage en Terre Sainte, et de la Terre Sainte, ils partaient pour Grenade contre les morts, et puis ils faisaient des tournois à Valence en Espagne pour retourner en Angleterre. La mobilité géographique de la noblesse européenne au XIVe siècle est étonnante. Alors que faisaient-ils quand ils arrivaient en Prusse? D'abord, c'était d'usage d'aller saluer les grands maîtres, comme chef de l'ordre, qui le recevaient dans des salles comme celui-ci. Et après, on se rendait à Königsberg, auprès du maréchal de l'ordre, qui était le chef de guerre de l'ordre. Mais souvent, ils avaient la déception d'apprendre que le temps n'était pas prêt pour partir, et alors on a dû faire passer le temps. Les amateurs d'émotions fortes trouvent ici une société d'hommes, une cour sans femmes, entièrement consacrée au plaisir viril, les beuveries, la chasse et la guerre. Après avoir été reçus à la table d'honneur par le grand maître, ces chevaliers iront courir le loup, le lynx, l'ours ou le bison, en attendant de partir faire la guerre, toujours plus à l'est, en Grande Lituanie. Il y avait entre la Prusse et la Lituanie une très grosse, très large bande de terre appelée à l'époque même le pays sauvage, et traverser ce pays sans avoir des vivres, attendre l'ennemi, c'était une aventure exaltante. Ceci a toujours été un assez triste chapitre que d'écrire ces razzias faits en territoire ennemi, parce que leur contenu était de surprendre l'ennemi et de rafler le plus de cheptels d'hommes et d'enfants et de femmes qu'on pouvait, et ceux qu'on ne pouvait pas prendre prisonniers, on les tuait. Donc c'était battre l'ennemi où l'on pouvait se retirer rapidement. On est loin de l'esprit chevaleresque des tournois. Même pour l'époque, c'est une guerre atroce. Une série de coups de main qui laissent derrière eux des chapelets de pendus. Et quand les chevaliers sont pris à leur tour, les Lituaniens les brûlent tout vifs, attachés à leurs chevaux. Le but de l'ordre, c'est de s'emparer des territoires qui relient ses possessions de Prusse à celles de Courlande et de Livonie, aux dépens de la grande principauté de Lituanie, dernier État païen qui étend son immense domaine à la Russie blanche et à l'Ukraine, jusqu'à Kiev. L'année 1385 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Europe centrale et orientale. Les gouvernements polonais de l'époque se décident à faire conclure une alliance avec le grand-duché de Lituanie et le grand-duc de Lituanie. Jagellon est invité à prendre le trône de Cracovie et en même temps à épouser l'héritière du royaume de Pologne, la reine Edwige d'Anjou. Jagellon, qui est de père lituanien et de mère russe, a déjà la quarantaine quand il épouse Edwige d'Anjou, qui est âgée de 13 ans. Avant de se marier, il se fait baptiser selon le rite latin avec toute sa cour, prend le nom polonais de Ladislas
et part à travers la Lituanie, baptiser lui-même tout son peuple. La Pologne, après tout, elle aussi valait bien une messe. Installé à la cour cultivée et raffinée de Cracovie, ce prince qui passait pour barbare y apporte un sang nouveau, introduit l'art russe et unit l'Orient et l'Occident dans un grand empire polono-russe. Rusé, fin politique et grand stratège, il va régner 40 ans, aidé de sa femme, l'immense et belle Edwige, de lointaine origine française, et qui portait un sceptre de bois, car elle avait donné tous ses bijoux à l'université de Cracovie. Tous les deux États forment, à partir de ce mariage, un bloc politique, parfois avec des intérêts qu'on discute entre les grands du royaume et du grand-duché, mais avec des buts précis communs dont l'ordre teutonique reste toujours le problème numéro un. Une confrontation avec cet ordre devient de cette façon, à partir de 1385, inexorable. Les premiers combats ne donnent aucun résultat. Alors, comme on ne se bat pas en hiver, on va conclure un armistice en octobre et se donner rendez-vous pour l'été suivant. Tous les deux côtés profitent de l'armistice pour préparation de la guerre. L'ordre teutonique prévoit l'offensive polonaise sur la rive gauche de la Vistule contre la Poméranie, contre la province de Gdańsk. On sait bien que la récupération de cette province est très importante pour la Pologne. Mais le roi Jagellon fait construire les bateaux en bois en amont de la Vistule, les transporter 200 km dans les environs de Czerwińsk et construire le pont flottant sur la fleuve. Les troupes polonaises, les troupes du royaume, ramassées sur la rive gauche, passent le pont, passent la fleuve, et les troupes lituaniennes groupées sur la rive droite. Toutes les deux armées concentrées commencent maintenant l'offensive énergique contre la capitale de l'ordre, contre Malbork. Il faut dire que cette manœuvre pour le Moyen Âge était tout à fait extraordinaire et inattendue. C'est sur ces champs, le 15 juillet 1410, à 9 h du matin, se commençait la grande bataille de Grunwald. Le temps était beau, les réglants chaleurs de thé, partout la poussière, et dans ces poussières, on peut s'imaginer deux grandes armées qui arrivaient sur le champ de bataille. L'armée polonaise arrivait par ici. À droite, vers le village Łodwigowo, l'armée composée de chevaliers polonais. À gauche était formée l'armée du Grand-Duché de Lituanie, composée non seulement de guerriers lituaniens, mais aussi de guerriers russes provenant de Béloruténie et de l'Ukraine, qui s'est trouvé dans ce temps sous la domination lituanienne. Il y avait aussi un détachement de Tatars, commandé par un prince vassal au grand-duc de Lituanie. Alors, l'armée polonaise, ou plutôt polono-lituanienne, commandait le roi Ladislas Jagellon avec secours d'un conseil de guerre composé de grands seigneurs et grands dignitaires du royaume et du grand-duché de Lituanie. De l'autre côté, voilà l'armée teutonique, l'armée de l'ordre de chevaliers teutoniques, avec le camp placé vers le village qui a donné le nom aux batailles, le village Grunwald. L'armée de l'ordre était commandée par le grand maître Ulrich von Jungingen, avec secours de grands dignitaires de l'ordre. Les chevaliers qui sont venus pour aider
l'ordre teutonique, combattre le païen comme on le pensait, sont venus de divers pays de l'Europe occidentale. Ils sont venus de France, ils sont venus de Bourgogne, d'Angleterre, de la Suisse, naturellement surtout d'Allemagne. Mais il faut dire aussi que même de l'Allemagne, même les Allemands ne sont pas venus en tel nombre qu'on pouvait prévoir. Et c'était grâce à contre-propagande polonaise qui savait assez bien neutraliser le renfort de propagande de l'ordre. « 50 000 hommes vont s'affronter ici. 30 000 polono-russes et 20 000 teutoniques qui se présentent les premiers sur le champ de bataille en criant « Gott mit uns », Dieu est avec nous. Ils sont impatients de combattre car le soleil d'été se lève. Ils étouffent déjà sous leurs lourdes armures. Le roi Jacques Gélon, qui n'a pas fini de rassembler ses troupes, décide de faire dire 2 messes pour gagner du temps. Le grand maître n'osera tout de même pas attaquer pendant l'office. Excédé, Ulrich von Jungingen envoie 2 héros d'armes pour sommer les Polonais de se battre. Et Jacques Gélon accepte le défi. Nous sommes à 9 h du matin, et voilà la disposition. L'armée polonaise, à la lisière de la forêt, les Polonais à gauche, Lituaniens à droite, le camp au bord du lac Lubień, le camp polonais, le camp lituanien. La réserve polonaise cachée dans la forêt. Du côté de l'ordre, l'aile droite commandée par Kuno von Liechtenstein, l'aile gauche commandée par Friedrich von Wallenroth, dans le premier rang, l'infanterie et les canons. Le camp près du village Grunwald. Ici, la réserve commandée par le grand maître lui-même. Pour commencer la bataille, le roi donne l'ordre aux Lituaniens de commencer la charge. Après 1 heure de sanglants combats, les Russes lituaniens commencent à se retirer. Cette retraite change en fuite. L'aile droite, le flanc droit de l'armée polonaise est gravement menacé. Le grand drapeau du royaume tombe sur la terre. Le chevalier teutonique commence déjà à chanter son chant du triomphe, Christ ist erstanden. Mais le roi savent faire intervenir la première partie de sa réserve qui sauve cette situation grave.
Le grand maître décide s'engager à la tête de sa réserve. Il fait une grande manœuvre vers l'aile droite polonaise. Le roi, qui se trouve à l'aile droite de ses forces, avec sa suite et un petit détachement de sa garde, est personnellement menacé. Mais il fait quand même intervenir une seconde et dernière partie de sa réserve dans l'infanterie paysanne. La situation est sauvée pour la seconde fois. La bataille est déjà perdue pour les chevaliers teutoniques. Mais cette défaite se change en catastrophe totale parce qu'une partie de troupes russo-lituaniennes rentre au combat et encercle définitivement le gros de troupes de l'ordre. Le grand maître, Ulrich von Jungingen, est tombé sur le champ de bataille. On pense que c'était peut-être dans les environs de cette pierre et que ce sont les fantassins paysans qui l'ont tué. Avec grand maître est tombé aussi les grands commandeurs de l'ordre et les grands maréchals, les grands drapiers, les grands trésoriers, les centaines de commandeurs et frères et milliers de chevaliers, sergents et fantassins. C'est sur ce champ que les plus puissantes organisations militaires, peut-être du Moyen Âge, furent définitivement brisées. L'écho de ces batailles chez les contemporains était énorme. On parlait de Grunwald en toute l'Europe. On exagérait le nombre de combattants dans une façon extrêmement. Un voyageur et chevalier français, Enguerrand de Montrellet, voyait 1 million combattants chez les polono-lituaniennes. Un franciscain de Lübeck voyait même 6 millions polono-lituaniens sur le champ de Grunwald. Pour Jagellon, c'est une grande victoire. Les bannières prises aux chevaliers teutoniques iront tapisser les murs des palais des rois de Pologne, à Cracovie. Mais s'il a gagné une bataille, il n'a pas gagné la guerre. Dans l'imprenable Marienbourg, un des chefs teutoniques, Heinrich von Plauen, s'est enfermé avec 3000 hommes et des provisions pour plusieurs années. Jagellon vient mettre le siège devant la forteresse. Mais l'hiver approche. Les chevaliers polonais en ont assez, ils veulent rentrer chez eux. Alors, Jagellon abandonne. L'existence de l'ordre est sauvée. On se décide alors signer la paix, plutôt l'armistice, et on la signe au commencement de l'année 1411, à Toruń. Pour la Lituanie, Samogitcie. Pour la Pologne, aucun gain réel, sauf quelques petits territoires à la frontière. Mais l'ordre est obligé de payer une grande contribution, 300 000 écus d'or environ. Cette somme va vider le trésor de l'ordre et créer de réelles difficultés économiques en futur. L'élan est brisé. L'ordre réussit à se maintenir, mais son crédit est miné, au dehors comme au dedans. 40 ans plus tard, quand la guerre éclate à nouveau, entre les Polonais et les Teutoniques,
Une guerre d'usure qui va durer 13 ans. Les bourgeois allemands de Prusse eux-mêmes en profitent pour se révolter contre la tyrannie de l'ordre et pour brûler ses châteaux, comme ici, à Toruń. Alors, pour la deuxième fois, les Polonais viennent mettre le siège devant Marienbourg. Ils ne réussiront pas à le prendre par la force, mais par la ruse. Signe des temps, les mercenaires tchèques qui gardent la forteresse n'ont pas été payés. En échange de leur solde, ils livrent le château aux Polonais. Cette fois, c'en est fait. L'ordre est vaincu. Après 50 ans, Pologne peut profiter de la victoire de Grunwald. On signe la seconde paix de Toruń. La Pologne récupère la Poméranie, la terre de Gdańsk, l'accès à la mer. Le grand maître, qui pleurait en quittant Malboro, transporte sa capitale à Königsberg et devient le vassal du roi de Pologne. Le XVIe siècle sera l'âge d'or de la Pologne, la plus grande Pologne. La petite Prusse, elle, devenue protestante et réduite à sa plus simple expression, échouera en héritage au grand électeur de Brandebourg, dont les descendants créeront le royaume de Prusse, avec Berlin pour capitale. 3 siècles plus tard, la pauvre Pologne a disparu, plusieurs fois partagée entre la Russie, l'Allemagne et l'Autriche, effacée de la carte pour un siècle, tandis qu'à partir de la Prusse, Bismarck et Guillaume II créent un nouvel empire allemand. Le nationalisme puis impérialisme allemand a récupéré l'ordre teutonique comme modèle, comme prédécesseur de sa ostpolitique, sa politique à l'Est, de son expansion à l'Est, et ceci en faisant fi du caractère catholique et monastique de l'ordre teutonique. On ne voyait que l'administration et la colonisation. Il est bien connu l'intérêt que Guillaume II et son époque ont pris à la restauration de la Marienburg. Guillaume II s'y rendit, on a compté, je crois, 50 fois. Après 300 ans, le nationalisme allemand vient chercher son inspiration dans le mythe romantique des chevaliers teutoniques. Oui, la Prusse, militariste de Guillaume II, est bien calquée sur le modèle teutonique. L'État, c'est l'armée. Une armée de hobereaux prussiens, les Junkers, qui se considèrent comme une race de seigneurs, qui portent la croix noire, le casque d'acier, et qui ont inscrit sur la boucle de leur ceinturon « Gott mit uns », Dieu est avec nous. Au nom du pangermanisme, cette Prusse a vaincu l'Autriche, battu la France en 70, pris l'Alsace-Lorraine et créé le Deuxième Reich. Par le fer et par le sang, comme disait Bismarck. Mais les croix noires du Kaiser Guillaume II sont finalement vaincus pendant la guerre de 14-18. Alors Hitler, à son tour, relève le flambeau du nationalisme allemand, crée le Troisième Reich et marie la croix gammée à la croix noire. En 1934, pour enterrer le maréchal Hindenburg, qui a vaincu les Russes à Tannenberg en 1914, Hitler a fait construire sur le champ de bataille un mausolée colossal, à l'image des châteaux teutoniques. Car lui aussi est fasciné par le mythe de l'ordre. Pour former l'élite de la jeunesse hitlérienne, il a d'ailleurs fondé 4 écoles qu'il a baptisées Ordenbürger, les châteaux de l'ordre, où on enseigne à ces jeunes Allemands qu'ils ont le droit et le devoir de conquérir en territoire slave un espace vital pour la Grande Allemagne. Premier objectif, la Pologne. Après la guerre de 14-18, la Pologne a enfin ressuscité. Pour qu'elle ait un accès à la mer, on lui a donné un couloir qui coupe la Prusse en 2. Et le grand port de Danzig a été déclaré ville libre. C'est Danzig qu'Hitler veut en 1939, comme les chevaliers teutoniques 6 siècles plus tôt. Pour prendre Danzig, il envahit la Pologne et déclenche ainsi la Deuxième Guerre mondiale.
fois de plus, l'Allemand et le Russe, Hitler et Staline se partagent la Pologne vaincue. En face de l'occupation nazie, on a retrouvé dans le souvenir de Grunwald l'époque où l'armée polonaise avait obtenu la victoire sur cette armée que, dans la tradition de maintenant, est devenue le prédécesseur de la puissance nazie. Et est-ce un abus d'association? Sûrement, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que dans les sentiments nationaux, le souvenir de la victoire de Grunwald, pendant les années les plus terribles de l'occupation, est devenu quelque chose de réconfortant et quelque chose qui promettait l'avenir national, l'avenir de survie nationale. « 1944. Après 5 ans, les armées soviétiques victorieuses envahissent la Prusse orientale, assiègent Königsberg et après 2 mois de combats féroces, plantent le drapeau rouge sur la citadelle des chevaliers teutoniques. Tandis que sur la grande lagune gelée, les Allemands de Prusse fuient vers l'ouest, abandonnant pour toujours les territoires conquis jadis par les chevaliers teutoniques. Les Russes et les Polonais reprennent aussi Danzig. Danzig, encore une fois. En s'emparant de la ville en 1939, Hitler avait dit « Qui voudra mourir pour Danzig ?» 36 millions d'hommes sont morts entre-temps. Ce jour-là, le drapeau polonais flotte sur la ville et Danzig redevient Gdansk. À Yalta, les 4 grands redessinent alors la carte de l'Europe orientale. La Russie annexe les États baltes, une partie de la Prusse orientale avec sa capitale Königsberg, qui devient Kaliningrad, et près de la moitié de la Pologne. La Pologne, elle, reçoit la Prusse orientale, la Poméranie et la Silésie. Elle glisse de 200 km à l'ouest sur la carte. Après la guerre, un paysan polonais déterre un objet mystérieux qu'il a caché dans sa grange à l'arrivée des Allemands. Pendant l'occupation, Goebbels avait promis 10 000 marks à celui qui livrerait cet objet jugé dangereux. Il s'agissait d'une toile, d'un immense tableau qui représente la bataille de Grunwald. Une peinture romantique, signée Matejko et datant du XIXe siècle. Après avoir été restaurée, elle a été installée au château de Malbork, où elle se trouve aujourd'hui. Pour les Polonais, c'est plus qu'une œuvre d'art. C'est l'image de la seule grande victoire de leur histoire. Au cours de leur longue nuit de martyrs, des siècles d'occupation, de russification, de germanisation, Grunwald a toujours été pour eux le symbole de la patrie perdue. Le gouvernement communiste de Pologne a aussi reconstruit Gdansk, pierre à pierre, exactement comme autrefois. Car cette nation que tant d'autres se sont acharnés à vouloir effacer de la carte a toujours eu besoin de son passé pour survivre. Encore aujourd'hui, 6 siècles plus tard, les dessins des enfants des écoles racontent à leur façon cette victoire de Grunwald, où d'une forêt de croix noires s'élève dans le ciel l'aigle blanc de la Pologne.